Bonjour, je suis Kathleen Childs et je vais animer le webinaire d'aujourd'hui sur les contrats internationaux. J'aimerais commencer par vous dire que les commentaires que vous allez entendre de ma part et de celles des autres membres du panel sont uniquement destinés à des fins d'information générale. Ils ne constituent pas un avis juridique de la part de DC ou des membres du panel. Consultez toujours votre propre conseil juridique pour obtenir un avis juridique. Si cela se ressemble à une mise en garde juridique, c'en est une. Et si je parle comme une avocate, eh bien, en fait, je le suis. Je suis conseillère juridique ici à EDC. J'ai l'obligation professionnelle de vous dire qu'en tant qu'avocate d'EDC, j'ai été engagée pour fournir à EDC et uniquement à EDC des conseils juridiques. Mes commentaires d'aujourd'hui sont destinés à des fins d'information générale et ne doivent pas être interprétés comme des conseils juridiques. Cela étant dit, je pense que la prochaine heure sera un excellent point de départ pour vous mettre dans un état d'esprit juridique afin que vous puissiez anticiper les problèmes potentiels de vos relations d'affaires internationales pour que vous puissiez les éviter. Les contrats font partie intégrante de la vie des affaires. Par exemple, vous ne rêveriez pas d'entreposer vos stocks sans assurance, mais comprenez-vous vraiment tous les termes juridiques de votre police? La plupart du temps, les propriétaires d'entreprise ne découvrent pas ce qui est réellement couvert et ce qui ne l'est pas dans un contrat donné jusqu'à ce qu'un problème survienne. Et la COVID a ajouté une autre couche de complexité dans le mélange. Je vais donc maintenant examiner certaines des pratiques exemplaires en matière de mise en place d'un contrat international, par exemple des clauses types les plus importantes, ainsi que des moyens d'éviter les problèmes potentiels. Ensuite, Audrey va se joindre à la discussion et se concentrera sur l'utilisation des bons Incoterms dans votre contrat. Elle est spécialiste de la logistique et des douanes chez Orchard Custom Beauty à Toronto. Thank you for having me, Bienvenue au Kathleen. I'm programme, excited to Audrey. speak. Merci beaucoup de m'avoir invité, Kathleen. Si vous n'êtes pas sûr de ce que sont les incoterms, croyez-moi, ils sont extrêmement importants. Et Audrey va vous expliquer à quel point avec quelques exemples tirés de sa propre expérience. Ensuite, nous entendrons John Dremer, qui est associé chez Paul Hastings de Washington, D.C. Il a plus de 25 ans d'expérience dans la résolution de problèmes transfrontaliers de toutes sortes. Bonjour John et merci d'avoir pris du temps Thanks, Kathleen. de Pleasure to be votre here. Look forward to emploi du temps chatting. chargé. Bonjour, merci de l'invitation. John va nous donner quelques conseils pratiques sur ce qu'il faut faire si votre contrat est retardé ou annulé. Et il vous donnera un aperçu de certains des jugements juridiques qui ont été rendus à la suite de la COVID. Je prendrai ensuite quelques minutes pour vous parler de certaines ressources et partenaires commerciaux que vous devriez exploiter pour protéger votre entreprise dans le cadre de la mondialisation. Et en parlant de ressources, je dois mentionner que nous allons mentionner tout au long du programme. Vous trouverez des liens vers ces ressources dans le document de référence que vous pouvez télécharger à partir de la console. Ensuite, on a gardé 15 minutes pour la période de questions. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer en utilisant la boîte à questions dans la console du webinaire. Nous répondrons à autant de questions possibles en temps réel et sinon, on fera un suivi après le programme. Avant de passer la parole à Audrey, pour discuter de l'importance des incoterms dans l'élaboration de contrats, je vais vous parler des pratiques exemplaires. Alors, commençons. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un contrat? Je pense que la plupart d'entre vous le savez. Il s'agit d'une entente entre une, deux ou plusieurs parties et qui est exécutoire. Mais comment va-t-on créer un contrat? En common law, un contrat est formel lorsque quelqu'un fait une offre et qu'une autre personne l'accepte et fournit une contrepartie, c'est-à-dire de l'argent, dans le cadre de son acceptation. Alors, je vous pose une question. Un bon de commande est-il un contrat? Oui, dans les bonnes circonstances, il peut l'être. Mettons, vous envoyez un ordre d'achat à un acheteur avec des détails sur la quantité et le prix des produits que vous êtes prêt à lui vendre. Et en réponse, l'acheteur vous envoie un paiement. Cela pourrait être un contrat. Mais la question que vous devez vous poser est la suivante. Vouliez-vous que l'ordre d'achat soit un contrat? Probablement pas. Il y a de nombreux termes importants que vous voulez mettre dans un contrat et un bon de commande sans modalité supplémentaire va laisser beaucoup d'ambiguïté. Parlons maintenant plus précisément de certaines choses auxquelles il faut faire attention lorsque vous passez des contrats à l'international. Il y a plusieurs points. Je vais aborder deux principaux auxquels il faut penser. Premièrement, le libellé, ou la langue plutôt.
De rédiger un contrat en anglais, ça peut être pratique pour vous, mais dans certains marchés étrangers, les tribunaux n'acceptent que les contrats rédigés dans leur langue maternelle. Si il faut qu'il soit traduit, vous devriez probablement obtenir une traduction certifiée. En outre, que se passe-t-il si le sens de votre contrat est légèrement modifié d'une langue à l'autre? Il y a eu des procès au Canada concernant l'interprétation des versions françaises et anglaises d'une loi fédérale. Si cela peut se produire ici, ça peut se produire également avec votre contrat. C'est pourquoi, lorsqu'un contrat a été rédigé en plusieurs langues, il est important d'inclure une clause dans laquelle vous choisissez la langue qui aura la priorité dans le cas de conflit. Deuxièmement, loi étrangère. Chaque pays a ses propres lois, ce qui peut vous obliger à inclure certaines dispositions dans votre contrat. Ainsi, avant de conclure un contrat dans une juridiction étrangère, vous devez avoir une bonne idée des exigences juridiques locales que vous devez intégrer dans le contrat. Au fond, ne laissez pas les choses au hasard. Vérifiez toujours auprès d'un avocat local. Il y a aussi beaucoup de clauses types qui figurent généralement dans la plupart des contrats et certaines sont particulièrement importantes et il faut les inclure dans un contrat international. Alors voyons quelques-unes maintenant. Tout d'abord, le droit applicable. L'une des considérations les plus importantes dans tout contrat donné est la juridiction légale. Votre contrat doit indiquer quel est le droit du pays qui s'applique au cas où vous devriez saisir un tribunal pour un litige. Si vous êtes une entreprise canadienne qui vend un acheteur mexicain, vous devez vous mettre d'accord sur le système juridique que vous utiliserez en cas de désaccord. Il peut arriver que vous ne souhaitiez utiliser ni votre législation locale ni celle de l'acheteur. Par exemple, si les deux parties estiment qu'elles ne comprennent pas la loi de l'autre partie, elles peuvent choisir une loi considérée comme plus couramment utilisée dans les contrats internationaux plus neutres, comme la loi de l'État de New York ou les lois de l'Angleterre. Demandez à votre avocat quelle est la loi la plus logique à utiliser dans votre cas. Deuxièmement, sélection du forum. C'est la clause par laquelle vous et l'autre partie décidez où vous irez si vous avez un litige avec l'acheteur et que vous voulez le résoudre. Alors que le droit applicable dont je viens de parler consiste à choisir le système juridique du pays que vous utiliserez pour interpréter le contrat. La sélection du forum consiste à décider où vous pouvez aller en justice pour faire entendre votre cause. Si vous êtes basé au Canada, vous voudrez probablement vous adresser à un tribunal canadien. Mais vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez recourir à l'arbitrage international, vous pouvez vous adresser au tribunal du pays de l'acheteur, etc. Il est donc conseillé de convenir d'emblée avec l'acheteur de la manière dont vous allez résoudre des litiges et de l'endroit où vous pouvez les faire entendre. Troisièmement, résiliation. Pensez aux scénarios dans lesquels vous voudriez pouvoir résilier le contrat et vice-versa. Faites attention à ce que l'acheteur demande comme raison pour pouvoir résilier le contrat. Vous ne voulez probablement pas qu'il puisse résilier le contrat pour des raisons de commodité. Vous voulez qu'il y ait une raison justifiable. Et si résilier le contrat, de combien de jours avez-vous besoin pour le résilier? 5 ou 10? Ce sont toutes des questions auxquelles vous devez réfléchir avec votre avocat et que vous devez inclure dans le contrat. Et enfin, pour l'instant, je vais parler des dommages et limitation de la responsabilité. Vous voulez réfléchir à qui doit quoi à l'autre partie si l'une des parties viole le contrat. Vous pouvez chercher à plafonner vos dommages en incluant une limitation de responsabilité. Un exemple courant que je vois est que certaines parties disent que notre responsabilité est plafonnée au montant que vous, l'acheteur, avez payé pour les biens et services. Ce qui est pas mal si vous pouvez l'obtenir. Mais notez que dans certains pays, il existe des lois qui réduisent votre capacité à demander cela et qui peuvent passer outre ce libellé contractuel. Encore une fois, un avocat local peut vous aider à comprendre si cela s'applique à votre cas. Maintenant, j'aimerais vous parler de certains des problèmes potentiels qui pourraient survenir. Un exemple que je vois est le fait de vouloir un contrat très court pour que les choses restent entre guillemets simples. Je ne vous suggère pas d'être inutilement verbeux et d'utiliser beaucoup de termes juridiques latins compliqués. Mais je vois parfois des gens qui veulent utiliser des contrats courts pour ne pas effrayer l'autre partie. Et c'est vraiment un cas de gain à court terme et ça peut être pénible à long terme. Un contrat bien rédigé
qui prévoit les pires scénarios et comme un contrat prénuptial. Vous espérez que votre relation ne s'effondrera pas, mais si cela arrive, vous avez une feuille de route sur ce qui se passe quand les choses tournent mal. Si votre contrat est trop court et trop simple, vous risquez de dépenser beaucoup plus d'argent en procès que si vous aviez payé un avocat pour rédiger un contrat complet dès le départ. Et ce sujet, un autre problème est de vouloir éviter de faire appel à des avocats. Vous n'iriez pas dans un pays étranger sans connaître les codes de construction locaux pour y construire une maison, n'est-ce pas? Alors pourquoi seriez-vous prêt à vous rendre dans un système juridique étranger sans connaître les lois locales et négocier ou signer un contrat sans l'aide d'un professionnel? Faire appel à un bon avocat local pour négocier un contrat international doit être considéré comme un investissement et non comme un moyen de faire des économies en le faisant soi-même. Et enfin, il faut penser aux considérations culturelles. Avant même de commencer à élaborer un contrat, vous devez passer par un processus de négociation avec le nouvel acheteur. Au cours de ces premières étapes, il est important de comprendre que les considérations culturelles peuvent jouer un rôle clé. Par exemple, dans certaines cultures, on déteste tout simplement dire non. Ce serait vraiment une insulte de dire non à un partenaire commercial potentiel au cours d'une réunion. Mais vous constaterez peut-être que le contrat qu'ils ont rédigé contient un non très ferme. Et enfin, je vais parler de l'équilibre des pouvoirs qui peut être problématique. Si vous êtes un petit fournisseur d'un gros acheteur et que vous voulez vraiment que votre entreprise s'installe sur un nouveau marché, vous n'avez peut-être pas autant de pouvoir de négociation, de capacité à faire modifier les conditions du contrat par l'acheteur. Lorsque cela s'est produit, discutez avec votre avocat des autres moyens de réduire vos risques. Par exemple, si l'acheteur tient à ce qu'il ne soit pas tenu de payer s'il arrive quelque chose à la cargaison sur laquelle ni vous ni l'acheteur n'avez de contrôle, vous pourrez peut-être obtenir une assurance qui vous couvrira en cas de problème. Cela ne veut pas dire que vous ne devez pas essayer de négocier un contrat qui vous soit plus favorable. Il s'agit plutôt de dire que plus vous serez en mesure d'évaluer votre pouvoir de négociation, plus vous pourrez être créatif pour trouver des moyens d'atténuer votre risque avec votre avocat. Surtout, veillez à bien vous renseigner sur l'acheteur car la connaissance et le pouvoir. Alors, à quel moment devriez-vous faire intervenir un avocat? L'avocat, à moi, va toujours dire tout de suite, parce que je sais par expérience que le fait de régler les problèmes dès le départ permet d'économiser beaucoup de temps et d'aggravation, mais de nombreuses entreprises qui ont des budgets serrés, il existe des moyens de faire un peu de travail personnel dès le départ. Ce n'est pas pour remplacer les conseils juridiques, mais plutôt pour vous informer au préalable sur certains questions. Une bonne compréhension de ces questions pourrait réduire les allers-retours avec votre conseiller au moment de la rédaction de votre contrat et au final, vous gagnerez du temps et de l'argent. Si vous voulez avoir une idée de certaines clauses types incluses dans le contrat, la Chambre de commerce international propose quelques exemples que vous pouvez consulter sur leur site Web. C'est un bon moyen de vous familiariser avec certaines libellés types, hein. Travailler avec vos cas doit être considéré comme un investissement. Une fois que vous aurez défini les principales conditions, les contrats ultérieurs seront généralement beaucoup plus faciles. Un bon avocat vous expliquera votre contrat en termes de risques. Parce qu'au fond, un contrat consiste à répartir les risques entre les deux parties. Assurez-vous donc que votre avocat vous explique exactement la signification de chaque disposition et comment elle répartit les risques entre les parties. Et surtout, il doit refléter le niveau de risque que vous êtes prêt à assumer. Lorsque vous examinez différents cabinets d'avocats, assurez-vous que l'avocat qui supervise votre dossier possède le niveau et l'étendue de l'expérience nécessaire à votre transaction. En plus de leur fournir des conseils juridiques d'experts, demandez-leur des solutions pratiques de gestion des risques et découvrez qui d'autre dans l'entreprise travaillera sur votre transaction. Bien sûr, le taux horaire d'un avocat débutant est beaucoup moins élevé, mais son niveau d'expérience l'est aussi. Demandez une estimation de frais à l'avance et peut-être même un plafond pour les frais. Vous pouvez demander à votre avocat de vous informer lorsque les honoraires ont atteint de 50 à 80 ce qui vous permettra d'évaluer le temps passé par rapport aux activités restantes. Renseignez-vous aussi sur les frais honoraires supplémentaires ainsi que leur moyen de facturation.
Parlons maintenant des erreurs courantes de passage de marché. D'après mon expérience, l'une des erreurs les plus courantes que je vois dans les contrats est lorsque les parties ne prêtent pas suffisamment attention au langage, au libellé passe-partout des dernières pages. Ils se concentrent sur les parts produits, le prix et la livraison. Bien sûr, ce sont les considérations les plus importantes du point de vue commercial. Mais si les choses tournent mal, ce sont généralement ces petites dispositions gênantes à la fin qui peuvent causer des problèmes. Prenez la cause par exemple de sélection du forum dont je parlais plus tôt. Vous ne voulez pas l'oublier. Il y a quelques années, il y a eu une affaire intéressante qui impliquait Uber et un chauffeur canadien d'Uber. Le chauffeur de Uber voulait poursuivre Uber pour rupture de contrat, mais son contrat de travail avec Uber stipulait que tous les litiges devaient être soumis à un arbitrage aux Pays-Bas. Maintenant, le seul frais pour porter le litige sans frais de déplacement, donc de cette instance aux Pays-Bas, s'élevait à presque 15 000 $. Le chauffeur a pu se battre contre ces clauses au Canada et gagner le droit de faire entendre sa cause au Canada, mais cela a coûté en soi beaucoup d'argent. Alors, pensez bien à ces sections de votre contrat et demandez conseil à votre avocat. Une autre chose que je vois se produire qu'une fréquence alarmante est la contraction en utilisant les médias sociaux comme WhatsApp. Dans une certaine mesure, c'est le reflet de l'ère des communications numériques dans laquelle nous vivons. Et d'un point de vue commercial, ça peut paraître rapide et efficace, au moins au début. Mais, on dit, le diable est dans les détails. Comme mon exemple en banque de commande au début, le fait de convenir des conditions d'achat et de vente par texte, Store laisse de côté de nombreux détails importants. De plus, les tribunaux ne sont pas toujours prêts à reconnaître ces contrats basés sur les médias sociaux comme des contrats juridiques au sens de la loi. Cela signifie que le tribunal pourrait ne pas être d'accord avec le fait que cela constitue même un contrat. Faire reconnaître ce type de contrat dans une juridiction étrangère pourrait aussi être un cauchemar. Alors voilà, moi j'ai fini ma partie d'introduction. Maintenant, on va inviter Audrey dans la conversation. Comment allez-vous? Bien, merci. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Pourrez-vous nous parler de Orchard Custom Beauty? Qui sont vos clients? Donc, combien de pays faites-vous des affaires et qui faites-vous? Oui, bien sûr. Moi, je suis une spécialiste de logistique à Orchard Custom Beauty. Nous sommes une compagnie d'étiquetage privé. Nous sommes spécialisés dans les cosmétiques, les outils de beauté et ainsi de suite. Nous faisons des affaires dans environ 16 pays où on fait la production. On a des clients dans ces pays également. La Chine, Taïwan, l'Australie, le Danemark et l'Amérique du Nord. Alors, il suffit de dire que vous connaissez bien les affaires à l'international, n'est-ce pas? J'ai parlé un petit peu plus tôt de certaines des clauses à garder à l'esprit lors de l'élaboration de contrats internationaux. J'aimerais bien avoir votre point de vue. D'après votre expérience, quels sont ceux qui peuvent être difficiles tant au stade de négociation que de l'élaboration des contrats? Et avez-vous des conseils à donner? Oui, absolument. D'après mon expérience, la question de la juridiction est essentielle, surtout si vous ne comprenez pas le système de justice dans votre pays d'intérêt. Alors, de trouver une juridiction favorable ou comme vous avez mentionné tout à l'heure, neutre est vraiment essentiel. Et aussi la question de dommages et de responsabilité. Tout ce que vous pouvez faire pour le minimiser, c'est vraiment génial. Dans l'ensemble, je ne suis pas l'experte juridique. Vous et John êtes là pour ça. Mais il faut penser à tout cela. Orchard met une emphase sur des relations avec ses vendeurs et ses clients, mais il faut être suffisamment détaché pour penser au pire scénario et se préparer. Donc, avoir ces conversations difficiles d'entrée de jeu afin que lorsqu'il y a un désastre, vous avez déjà un cadre et la préparation déjà faite. Donc, ça garde les relations cordiales si jamais des choses tournent mal. C'est une excellente façon de l'expliquer. Donc, il faut vraiment toujours penser au pire. Qu'en est-il des incoterms? Pour ceux qui ne connaissent pas les incoterms, pourriez-vous nous expliquer ce qu'ils sont et pourquoi ils sont importants? Oui, absolument. Les incoterms sont les termes de vente, les modalités de vente
internationaux. Donc, il s'agit d'avoir un libellé en commun, clarifier les responsabilités des acheteurs et des vendeurs et on pense euh, aux trois termes, les coûts, les risques et les obligations de chacune des parties. Alors, c'était la Chambre internationale du commerce, le CC, qui, son siège à Paris, s'était introduit en 1936, donc ils existent depuis longtemps, qu'on les utilise ou pas. Ils sont actualisés périodiquement, habituellement chaque décennie, pour qu'ils soient conformes aux pratiques commerciales existantes. Donc, la plus récente aurait été Incoterm 2020. Alors, en parlant de cela, vous avez mentionné que les termes ont changé l'année dernière et on a fait un webinaire justement à ce sujet l'an dernier. Vous allez trouver un lien vers ce webinaire dans le document de ressources. Alors, où est-ce qu'on peut trouver d'autres informations? En février dernier, je pense que c'était mon ami Emiliano qui a fait l'expert en Incoterm et c'est lui qui m'a encouragé d'aller suivre la formation Incoterm. Donc, la fondation, c'est la Chambre internationale du commerce et il y en a partout dans le monde. Et le décès est également une ressource extraordinaire dans ce sens. J'aimerais encore parler des incoterms. Selon vous, quels sont les incoterms importants, les plus utilisés en général? Est-ce qu'il y en a qui s'attaquent aux perturbations des chaînes d'approvisionnement? Absolument, il y a 11 termes dans les Incoterms 2020. 7 sont reliés au mode de transport ou des transports multimodaux. Donc, ça peut être camion, rail, avion. Il y en a qui sont spécifiques au transport terrestre. Et ceux qui sont utilisés le plus couramment, il y en a 5. On commence par donc en fait, les biens, ils doivent être prêts à l'usine pour ramassage et c'est l'acheteur qui est responsable et qui va les passer dans la chaîne d'approvisionnement. FOB serait le suivant, donc c'est la responsabilité du vendeur de livrer les biens au port et payer les frais pour qu'ils soient chargés sur le navire. Ils sont responsables également du dédouanement. Ensuite, FOC, qui est utilisé couramment pour la cargaison par avion. La responsabilité du vendeur est semblable au FOB, mais c'est plus relié au camion et au rail. Il faut que les biens soient livrés à un endroit nommé. Ils sont responsables du dédouanement. C'est donc plus courant par contre dans les déplacements par vol et ensuite Air Assurance et Fret. C'est le vendeur qui va s'arranger à ce que ça arrive au port à l'étranger. C'est l'acheteur qui va s'occuper du dédouanement. Un bon exemple. Et peut-être les gens ne se rendent pas compte que vous ne pouvez pas toujours agir en tant qu'importateur non résident ou étranger dans nos pays. Dans mon expérience, par exemple, on a des clients au Mexique et on fait nos biens en Corée ou en Corée du Sud et on va les envoyer au Mexique. Mais Orchard ne peut pas faire le dédouanement au Mexique. Alors, vous pouvez offrir FOB. Donc, c'est le client qui va aller chercher les biens, mais nous, c'est un CFF. Donc, on peut l'envoyer au Mexique et vous allez décharger et faire le dédouanement. Donc, c'est un équilibre entre les risques pour nous et la valeur pour le client. Alors, le DDP est celui qui s'occupe de toi. Donc, les droits de douane sont payés dans ce sens. Le vendeur est responsable de tout le déplacement, toutes les responsabilités, toute obligation et les risques. Il faut bien comprendre les risques que vous voulez bien assumer. La deuxième question que vous avez posée a trait la COVID-19. Quels sont les meilleurs termes ou quels sont les plus sûrs à utiliser? En Incoterm, on parle vraiment de risques. Il y en a qui comportent très peu de risques du point de vue du vendeur. Vous voulez que l'acheteur fasse le maximum de travail et assume le maximum de responsabilités. Vous allez peut-être utiliser Expo, CFA ou FOB. Si vous êtes l'acheteur, vous voulez que le vendeur assume le gros du risque, CF, DEP, DPU et le DDP.
Donc, ce sont tous des acronymes, mais c'est important de comprendre quel est votre risque et qui va l'assumer. C'est vraiment très utile, Audrey. Merci de nous avoir expliqué tous ces différents termes. Vous avez mentionné la COVID. Alors, comment est-ce que votre entreprise a été touchée par la COVID? Avez-vous dû développer des solutions de rechange? Oui, en général, on a eu des impacts comme tout le monde. On travaille de la maison, nous avons beaucoup de protocoles de sécurité et d'hygiène qu'on n'avait peut-être pas auparavant. Mais ce qui est essentiel dans cette discussion, c'est ce qui est arrivé lorsque les clients voulaient faire des modifications au contrat. On a eu plusieurs ou quelques clients. Vous savez, lorsqu'on vit quelque chose comme la pandémie et on pense au risque, on pense au flux de trésorerie et ce qui se passe là-dedans. On avait un client qui nous demandait de annuler la commande au mai ou au juin. Notre travail est fondé sur les relations. On dit peut-être, est-ce qu'on peut reporter plutôt qu'annuler? Plutôt de le faire livrer ses biens en juin, juillet, est-ce qu'on pourrait le faire à l'automne? Donc, c'était une option qui a fonctionné dans quelques cas, mais lorsque ça n'a pas marché, on est allé voir nos fournisseurs. Écoutez, notre acheteur veut annuler, vous allez leur facturer la responsabilité. Est-ce qu'on peut retarder cela? Peut-être on peut vendre cela à notre client ou le client va revenir plus tard dans l'année. Alors, nous avons fait beaucoup d'extensions. Plutôt que d'annulation, ou de paiement, on essayait de retarder les choses et ça a marché pour quelques contrats qui étaient un petit peu plus délicats. Je suis contente de l'entendre et je suis ravie d'entendre que l'entreprise se porte bien et que vous avez pu trouver des solutions. Audrey, merci encore une fois. C'est vraiment génial que euh, vous portez bien, surtout en ces temps difficiles. Et merci pour vos conseils sur les incoterms. Merci, Kathleen. Alors maintenant, passons au sujet de ce qu'il faut faire si votre contrat est retardé ou annulé. Pour ce faire, je vais inviter John à participer à la discussion. Bienvenue, John. Merci, Kathleen. Alors, John, pouvez-vous nous parler de votre domaine d'activité en particulier? Oui, absolument. Moi, je travaille sur des contestations juridiques, souvent au nom des entreprises de ressources naturelles. J'étais avant avocat à l'interne conseiller juridique pour Barrick Gold. Les questions dont je traite peuvent être des solutions de conformité, des solutions des litiges transfrontaliers, etc. Les questions de contrat. Il y a beaucoup de travail commercial juridique qui se fait d'entrée de jeu. Le point commun de tout cela est une dimension du plan international et des choses qui arrivent au quotidien. Nous avons vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui a autant d'expérience. La COVID a causé beaucoup de problèmes avec le chaîne d'approvisionnement, les contrats. Quels sont les différents types de circonstances qui ont entraîné des retards, des annulations? Il y a toute une panoplie de questions. Il y en a qui sont prévisibles, d'autres moins. C'est tout, ça varie des retards dans les matériaux bruts ou des pièces composantes qui sont intégrées à d'autres produits, qui ne sont pas livrés de l'étranger parce que les usines sont fermées ou peut-être parce que les ports sont fermés. Du côté exportateur ou importateur, les livraisons ne sont pas très efficaces et certainement vous voyez des retards dans les contrats en raison de manque de demande des clients. Il y avait des fermetures également qui sont imposées par des décisions réglementaires, des déclarations d'urgence, d'état d'urgence. Il y a plein de contrats qui ont été touchés par ces obstacles et ces manquements d'exécution. Si vous pensez à certains secteurs, comme les voyages et les restaurants, les hôtels, etc., qui ont été décimés, mais d'autre part, vous avez des situations dans les pays en développement d'où proviennent des fournitures, ils ont eu beaucoup de difficultés également. Donc, ça a
touche aussi la chaîne d'approvisionnement. Ça a eu un impact sur les renégociations, les annulations, les retards, et cetera. Alors, c'est, ça a vraiment Yeah, causé it plein. makes it difficult for Oui, c'est everybody. difficile pour tout le monde. Oui, c'est difficile pour, tout le monde, en effet. Pouvez-vous nous parler des concepts, de force majeure, d'incapacité d'exécution et d'impossibilité du point de vue Yeah, de yeah, I'll talk contrat? about Pouvez-vous these nous because these are some of the parler, advocates that I des work with every day définitions help me as they en termes work with simples? contracts on Oui, on specific également des, tout à fait, il y a eu all create des impacts. execution possibility force majeure Les potentially forces defenses ce sont des défenses could be qui applied immediately justifient, from performance. une partie de l'exécution de contrat. Ils sont un peu similaires, mais aussi différents. La force majeure est mentionnée très souvent dans le contexte de COVID. That's basically an act of God clause. It's an unforeseeable C'est act une under the situation circumstances outside qui the est control of hors either du party, contrôle d'une typically violent personne. action or Par severe exemple, la consequences guerre, like des actes de disasters or violence. terrorisme, des grèves, des choses dans le genre. De temps en temps, vous Clauses voyez une define the types clause of qui situations va included. inclure ce genre de situation et aussi les Possibility of problèmes de performance is santé. somewhat La similar. performance est quelque chose de Not similaire, même si ce n'est pas explicitly on mentionné that, dans un but contrat. that C'est is un principe sur applicable lequel law since termination interprété of à every partir de contract la requires the loi. shortening of the term. And like force Et majeure, donc, c'est it l'impossibilité requires that, d'exécution. not Cela, comme dans la result arising force majeure, from the cela contract. implique It has to occur que after the ceci va se contract. produire So après le simply enter contrat. has to have an Il element doit y of avoir un unforeseeability, élément and it has to de either destroy the subject matter of the impossibilité de contract or create prédiction means of performance, which comes into et law. il y a aussi le besoin de performer. La frustration, c'est le troisième élément. C'est pas forcément l'impossibilité d'exécution, la force majeure, mais le l'objectif de ceci est de la frustration, d'intégrer la frustration d'une des parties. C'est pas causé par une des parties prenantes, mais c'est un événement postérieur qui fait que le contrat, heu, va, heu, avoir une exécutabilité, finalitaire ou une frustration. La performance d'un contrat, heu, n'est pas possible en raison de problèmes financiers ou de choses indirectement liées à des événements. Ceci doit être causé directement par l'événement. Il ne faut pas que ce soit une cause. La cause à effet doit être évidente. J'aurais aimé que mon professeur, quand j'étudie, explique les concepts que vous venez d'expliquer si bien. C'est des concepts très complexes que vous avez très bien expliqués. Vous parlez du fait que les tribunaux peuvent interpréter ces différents concepts. Est-ce qu'il y a différentes définitions de force majeure selon les tribunaux? Oui, ce que l'on voit. Il y a eu bien sûr plusieurs litiges peut voir après la COVID. On voit ceux qui suivent les différents procès en ligne, les 100 cas au moins qui ont été, qui ont fait l'objet de procès dans différents tribunaux et dans différentes circonscriptions. Dans ces interprétations de 3 éléments que je viens de mentionner, la force majeure, bien sûr, a différentes définitions. La façon d'exprimer ces concepts peut avoir une interprétation différente et les clauses peuvent être aussi appliquées à la pandémie, à la maladie. C'est lié à la volonté divine, donc c'est ce qu'on appelle quelque chose de tout à fait imprévisible. Mais dans ce cas-là, eh bien, ceci inclut dans la force majeure les actes de Dieu et comment s'interpréter. Ça fait partie des désastres naturels ou pas, mais ça dépend des différents territoires juridiques. Il y a des différences. Un désastre naturel comme des territoires, pas comme par exemple
les différentes situations habituelles que nous avions, comme par exemple les inondations ou les tremblements de terre. C'était ce qui était considéré avant comme un exemple de force majeure et de catastrophe naturelle. La COVID, eh bien, a été considérée différemment selon différents tribunaux. Certains ont dit c'est un acte de Dieu, c'est une catastrophe naturelle, même si c'est un petit peu atypique, c'est un événement de force majeure. Et c'est peut-être défendu comme un cas de force majeure. Quand vous regardez les cas, on est au tout début du cycle de litige. Vous savez que cela prend beaucoup de temps pour avancer dans le système. Mais certains disent que ça ne rentre pas dans cette définition ou les parties prenantes sont considérées comme n'étant pas directement impactées par la pandémie, que seulement indirectement. Parfois, les tribunaux disent oui, c'est une situation de force majeure, même si l'épidémie ou la maladie n'est pas définie dans le contrat, et cela va avoir un impact sur la performance. Sur ce même sujet, y a-t-il des choses que l'on apprend dans les différents procès pour rédiger les clauses de force majeure pour aider dans le futur? Oui, les clauses de force majeure vont être explicites maintenant et inclure la pandémie et la maladie. Maintenant, les termes des clauses contractuelles n'incluaient pas précédemment, bien sûr, la pandémie et la maladie. Maintenant, ça va se faire. Numéro 2, les clauses de force majeure étaient toujours considérées ce qu'on appelait comme des éléments qui étaient rarement intégrés dans l'analyse, mais maintenant, vous voyez comment on va vraiment être très précis dans le langage utilisé pour s'assurer que ces clauses, que ces éléments de force majeure sont intégrés. Et maintenant, non seulement on pense à la force majeure, mais aussi à d'autres considérations, en tenant compte, par exemple, le manque de prévision sur les chaînes d'approvisionnement, le commerce direct qui est né de la crise COVID. On voit qu'il y a des clauses maintenant qui vont changer dans la rédaction des contrats maintenant. C'est fascinant. Merci. Je veux maintenant changer de perspective. Pouvez-vous nous dire si un contrat est retardé ou annulé? Que se produit-il? Y a-t-il une sorte de plan d'action en termes de réponse? Oui, il y a des solutions. Il y a deux éléments essentiels. Vous avez entendu parler Audrey. D'abord, c'est voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Les fournisseurs, et si vous êtes le fournisseur ou le client, il faut parler à votre contrepartie, voir quelle est la raison du retard, qu'est-ce qui peut être attendu en termes de performance. Là, c'est peut-être utile de voir, de consulter un avocat pour voir les options possibles, mais je dois vous dire que les tribunaux ne veulent pas entendre les gens, les entreprises se disputer sur les éléments des contractuels à l'ère de la COVID-19 pour les tribunaux, pour les familles, pour les amis qui sont affectés par la COVID-19. Donc, bien sûr, les tribunaux sont conscients de ces problèmes qui affectent tout le monde et l'approche agressive de entamer un procès n'est peut-être pas la bonne réponse. On vous conseille plutôt d'aller consulter vos avocats et voir quelles sont les options disponibles et tenter de travailler avec vos contreparties afin de voir qu'est-ce qui est pertinent pour les uns les autres, qu'est-ce qui peut être fait de part et d'autre, quels sont les bénéfices d'une négociation, d'une restructuration plutôt que d'une annulation. Peut-être qu'un avocat peut vous aider, vous pouvez peut-être avoir moins de produits, des délais plus longs. Est-ce que vous pouvez compléter ce qui manque avec des produits d'un autre fournisseur, par exemple, comprendre les opérations dans leur ensemble et vos options avec un avocat vous aidera et c'est absolument essentiel pour faire face à ces situations. Maintenant, si vous prévoyez d'entamer un procès, d'aller
face aux tribunaux, make sure the process assurez-vous que is votre adequately dossier est documented parfaitement and to préparé en accurately termes reflect the d'agrément, de economic brouillon. conditions and the Ouais, mais parties' gardez wishes toutes before les agreeing to the correspondances, les agreement. paiements, les bons d'achat. Voyez Before là you où ask il y a eu further, des it's problèmes par important to rapport demonstrate the à draft of what filed. votre That's why contrat be careful in any sort of et communications assurez-vous de that you share. conserver toutes les Consult with communications your lawyer s'il y a des and review violations de your own contrat, et copy. cetera, ou des The causes last point I'll make is just one that d'infraction you guys have au talked contrat, about a little bit non-respect. earlier, and that is a choice of Et law là, approach. il faut vraiment, Depending on what your contract voir ce says, que votre you'll contrat appoint your dit, regular lawyer or regardez if you votre prefer, a avocat qui contractor vous to a help with aidé your habituellement ou qui administration. se And charge if de you're vos concerned procès, with c'est un bon point, attorneys, mais the gardez à place where l'esprit the case might que ultimately là où proceed, le where it will be tried, procès if va you're avoir concerned, lieu that may not peut ne be pas where être you là où are vous êtes actuellement et vous avez you may l'habitude need to try to d'agir. find a new Donc legal essayez de counsel. trouver peut-être un Just depending on the conseiller case, why you juridique, should really stick with the au legal niveau counsel local you où vous have, êtes, or maybe en decide to seek fonction bien outside sûr counsel. de votre problème. Good place to Une start, though, bonne is façon de exploring commencer, c'est formal avec votre contract avocat review habituel qui processes. va vous aider à qui vous a aidé déjà à la rédaction du contrat. C'est une question générale pour moi, mais je le sais, mais je vous My remercie de pleasure. votre Thank you. conseil et de votre explication. Vous nous avez donné beaucoup à penser. Maintenant, parlez-nous de quelques mesures que vous pouvez prendre dès maintenant pour protéger votre entreprise dans le contexte de la mondialisation. Considérez le commerce mondial comme un sport d'équipe. Il est vraiment important d'avoir des joueurs forts de votre côté. Pour commencer, si vous n'êtes pas déjà en contact avec le service des délégués commerciaux du Canada ou SDC, cela doit être l'une de vos premières démarches. Ils ont plus de 1000 experts et expertes en commerce répartis sur 160 marchés dans le monde entier. Et c'est leur travail de vous aider à faire des affaires mondiale. Ils ont des contacts, des avocats, des comptables, des traducteurs, et ces relations peuvent vraiment vous aider à définir les termes de votre contrat. Ils connaissent également les fournisseurs, les clients, et peuvent vous orienter vers ceux qui ont une bonne réputation. En tant que représentant du gouvernement du Canada, ils peuvent aussi parfois vous aider à débloquer une situation si vos affaires sont bloquées. La Chambre du commerce du Canada est une source précieuse pour vous aider à mieux comprendre les incoterms. Et le Forum pour la formation au commerce international est une autre excellente ressource pour les incoterms. Ensuite, en ce qui concerne les avocats, mon meilleur conseil pour en choisir un est d'en trouver un avant d'en avoir réellement besoin. Demandez des références à votre réseau, engagez une discussion initiale sans obligation ni frais pour savoir qui vous l'est de votre côté. Il en va de même pour la banque avec laquelle vous traitez. Il y a de fortes chances que vous ayez besoin d'un fonds de roulement pour financer vos opérations tout en exécutant un nouveau contrat. Veuillez donc vérifier au préalable l'identité de votre prêteur. Veuillez aussi être sûr qu'il est prêt à atteindre votre objectif d'expansion et soyez conscient des restrictions, des pénalités prévues dans les contrats que vous signerez avec eux. Pour ce qui est d'anticiper certains des risques potentiels liés à l'activité internationale, il y a quelques éléments que vous devez comprendre. Les contrats sont un moyen important d'anticiper, de répartir et d'atténuer les risques. Mais il y a d'autres choses que vous pouvez faire aussi. Et n'oubliez pas que je ne suis pas une experte dans ce domaine. C'est là où mes collègues de décès sont vraiment excellents. Se faire payer par son client étranger peut parfois être problématique. Une assurance crédit couvrant vos créances peut vous aider à atténuer ce risque. De même, faire des affaires sur de nouveaux marchés signifie généralement effectuer des transactions dans des devises différentes. Les fluctuations monétaires peuvent vraiment affecter vos résultats. Une garantie de facilité de change peut vous aider à prévoir ces éventualités. Comme je l'ai déjà dit, il est important de trouver un prêteur qui vous aidera dans votre démarche d'exportation. EDC a un certain nombre de programmes dans lesquels vous pouvez partager les risques avec les banques. Par exemple, si vous avez besoin d'un prêt pour vous aider à remplir un nouveau contrat d'exportation, le programme de garantie des exportations peut vous aider. EDC peut vous garantir le prêt de la banque sans immobiliser vos liquidités sous forme de nantissement. L'assurance du frais maritime peut également être un moyen important d'atténuer les risques. Gardez à l'esprit qu'il est très important de faire preuve de diligence raisonnable à l'égard de vos fournisseurs et de vos acheteurs à l'avance. Dans tous les cas, rappelez-vous de ce que John a dit, gardez une excellente trace de toutes vos transactions. Il est très, très important de conserver tous les documents que vous avez. Et bien sûr, faites-les examiner par des experts. Si vous êtes amené à prouver qu'une poignée de main ou un accord WhatsApp constitue un contrat, c'est une démarche douloureuse et coûteuse qui n'est pas garantie.
Enfin, EDC propose quelques articles sur les nouveaux incoterms qui pourraient vous être utiles. J'ai inclus des liens vers ces articles et bien sûr, nous avons des informations sur les risques pays, des aperçus sur le commerce et le centre d'aide à l'exportation. Il est donc temps maintenant de passer à la dernière partie du webinaire d'aujourd'hui, la période de questions et réponses. Je vois sur mon écran que nous avons déjà reçu beaucoup de questions. Je vous en remercie. Donnez-moi un instant pour les lire et je vais commencer à poser des questions. Il y a encore du temps, donc n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On va tenter de répondre à toutes vos questions. Commençons par la première question. Je vous pose la question, Audrey. Avez-vous déjà dû annuler un contrat ou avez-vous eu déjà un contrat qui a été annulé? Et avez-vous des conseils sur ce qui se passe dans l'un ou l'autre cas? Oui, absolument. Nous avons dû annuler des contrats avec nos fournisseurs. Généralement, c'était très clair. Si c'est assez tôt dans les processus de production, on peut payer pour les coûts des matériaux. Si c'est un peu plus loin dans la production, on peut avoir une discussion plus étendue sur ce qui a été produit, si on doit payer le montant total du contrat, ou si l'on peut être créatif et vendre les objets déjà produits à quelqu'un d'autre. On peut le faire, on l'a fait souvent. Et avoir un contrat annulé, on a eu des contrats à nous qui ont été annulés, pas seulement avec COVID, ça s'est produit dans le passé, ou un client, par exemple, veut annuler tout le contrat parce que cela n'entre pas dans leur projet final. On suit bien sûr les tendances de la mode et des cosmétiques, ou bien ils veulent réduire les quantités. Parfois, on a eu des clients qui étaient un peu optimistes au départ, qui faisaient une commande trop grosse et ensuite il fallait réduire cette commande. Ces relations, comme John disait, cette construction des relations vous permet d'avoir une conversation, une discussion, plutôt que juste appeler l'avocat et aller directement au tribunal. C'est plus une négociation toujours qui se fait, c'est un processus. C'est un excellent point. Merci pour cet exemple. Maintenant, je te passe la parole, John. C'est une question que nous avons. Comme entreprise de consultation internationale, on a eu des problèmes avec les risques et les couvertures et les limites des responsabilités. Est-ce que vous avez un conseil pour réduire ces risques sans perdre le contrat? Yeah, I mean, those really are Ceci représente un risque assez fréquent, bien sûr, du côté, bien sûr, des consultants. C'est toujours une négociation personnalisée, bien sûr. Parfois, il y a des politiques qui sont établies dans les entreprises en termes de ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils ne veulent pas faire. Mon meilleur conseil et le premier point est de penser aux problèmes à l'avance et d'avoir ce genre de politique, ce genre de normes, comprendre ce que votre contrat intègre et pourquoi ce contrat est là. Et quand vous avez des personnes qui veulent négocier, il faut penser aux risques et aux opportunités qui existent à chaque fois que vous négociez. Il faut bien sûr une provision dans votre contrat et voir les opportunités possibles dans les dispositions contractuelles doivent l'intégrer. Bien sûr, c'est une des situations où la bonne relation avec votre avocat qui comprend votre commerce, vos risques, eh bien, c'est la meilleure des choses à avoir car il va vous expliquer les risques que vous devez connaître dans le contexte de vos affaires commerciales. Il y a de bons avocats, des excellents avocats et les bons avocats peuvent vous dire la loi, quels sont les risques pertinents. Un excellent avocat peut vous donner les options pertinentes et vous connecter à vos objectifs plus vastes comme entreprise. Quel est votre objectif final comme entreprise? Et c'est le genre d'expertise que vous pouvez chercher. Une autre chose, quand je conseille mes clients, c'est penser pas au court terme, pensez au long terme avec ces clients. Vous voulez que vous commencez sur la bonne voie, que vous êtes vraiment dans une relation initiale excellente pour le long terme.
Audrey, quand vous parlez de Incoterm, je comprends un peu Incoterm. J'ai étudié Incoterm, mais j'ai des difficultés à utiliser ceci. Comment vous utilisez les incoterms? Est-ce que vous les mettez dans une phrase? Est-ce que vous utilisez ceci dans une phrase? Comment? Oui, essayez d'intimider les autres et puis vous utilisez des acronymes tout de suite pour leur faire peur. Non, il y a bien sûr des informations gratuites sur les incoterms. Certaines de ces informations, quel est le meilleur mot pour dire ça? C'est des mots qui ont des mots savants, des définitions avec des mots savants et le cadre est peut-être juridique ou c'est un langage vraiment difficile parfois à comprendre. L'étape suivante, du moins c'est ce que je recommande, si vous êtes dans ma position, quand vous êtes à l'interne et vous voulez être embauché pour une chaîne d'approvisionnement et vous voulez faire la formation de la Chambre internationale du commerce, car ces formations vous permettent de bien comprendre les différentes responsabilités des vendeurs et des acheteurs et ça vous donne des scénarios très amusants qui vous permettent de pratiquer qui supporte quel risque. Par exemple, si vous avez des boîtes qui sont jetées quand vous allez heu, charger un camion, qui est responsable? C'est des questions comme ça très pratiques qui vous permettent de mieux comprendre ces termes si complexes d'Incoterm. La formation officielle serait mon meilleur conseil. Ensuite, bien sûr, pratiquer et tenter de comprendre les différents scénarios. Lorsqu'il y a une formation, eh bien, essayez de la suivre. Vous savez que c'est là, ce n'est pas très cher. Je vous dis que c'est une valeur ajoutée quand une personne aide votre entreprise. C'est vraiment quelque chose d'excellent à ajouter dans votre curriculum vitae. Si vous êtes à une petite entreprise, c'est à faible coût, ce n'est pas cette formation, ce n'est pas coûteux et ça vous donne des connaissances qui vous permettent de savoir ce que sont les incoterms et puis vous pouvez ensuite réduire les choses que vous ne savez pas et là, vous pouvez ensuite, voir avec le service juridique de votre entreprise qui peut vous aider. C'est peut-être le fondement si vous voulez faire du commerce international, absolument. Question pour vous qui me semble qui est un petit peu la bataille des différents formulaires. On a différentes, devis qui ont été présentés à un client et puis on dit: «On confirme ce contrat». Est-ce qu'on doit demander à ce client de signer le contrat ou c'est suffisant de dire simplement: «Nous avons ce que vous vouliez»? Quand vous avez un bon d'achat, les bons d'achat peuvent faire des références à d'autres termes et les incorporer. Parfois, c'est la partie écrite de votre contrat. Il faut lire, bien sûr, les, mentions, qu'il y a partout dans le contrat. Il faut tout lire. Vérifier la nature de contrat. Les petits contrats avec des attentes faibles. Mais pour les contrats plus importants, assurez-vous d'ajouter des clauses claires, des dispositions claires contractuelles et aussi décider, par exemple, quel serait le territoire juridique auquel répond ce contrat, parce que si on parle de force majeure, bien sûr, quelles clauses devraient être appliquées, toutes ces choses à prévoir en lien avec la COVID. Ma réponse est, ça dépend. Maintenant, c'est clair que plus le contrat est important, plus vous devez avoir des dispositions contractuelles pour vous assurer que vous vous protégez. Absolument. Il faut vraiment faire attention à ce qui peut être incorporé dans les bons d'achat. John, c'était un exemple clair,
Mais si on regarde de façon plus générale, quand on parle des contrats internationaux, une question est, est-ce que vous travaillez avec les services anticorruption? Bien sûr, les dispositions anticorruption sont essentielles dans le respect des règles internationales. Vous voyez beaucoup de dispositions anticorruption. De nouveau, cela dépend si vous êtes l'acheteur, si vous êtes le fournisseur ou pas, l'acheteur. Pour les activités à moindre risque, quelques phrases sont suffisantes parfois. Pas seulement ça définit la loi appliquée, mais aussi les activités attendues. C'est pas juste dire on est d'accord à suivre les lois, mais c'est aussi on est d'accord pour ne pas offrir des cadeaux d'un certain montant, des choses comme ça, à des représentants, par exemple, du gouvernement. Dans les parties prenantes à plus haut risque, parfois, il faut avoir peut-être des dispositions encore plus importantes. Il y a aussi des dispositions pour par exemple, en cas de non-respect du contrat, vous avez un minimum de dispositions où vous devez définir la loi et ensuite vous avez les risques à plus haut risque, les contrats à plus haut risque, où vous devez avoir des dispositions claires pour s'assurer que vous respectez la loi. Il est important de savoir pourquoi les gens ne sont pas d'accord avec certaines dispositions contre la corruption. Cela peut dire quelque chose. Donc, comprenez bien leur raisonnement s'ils ne veulent pas signer certaines dispositions contre la corruption. Cela est un indice. J'ai une autre question générale. Ensuite, je vais passer aux incoterms. Comment vous pouvez obliger au respect d'un contrat? On a parlé d'aller chez un avocat ou de retarder ou d'annuler. Comment vous obligez au respect d'un contrat? Tout dépend de la valeur ajoutée. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut résoudre en discutant? Embaucher un avocat, aller devant le tribunal, aller aux différents processus, ça prend du temps, c'est coûteux, ça a un impact sur vos opérations. Donc, pensez vraiment à ce que ça vaut la peine. Est-ce que vous voulez suivre cette voie? Et mon conseil est, ne le faites que si vous pensez que c'est absolument nécessaire. Maintenant, si vous pensez que c'est nécessaire, avoir, bien sûr, une disposition pour la résolution de violations de contrat. Parfois, on parle de médiation, d'arbitrage. Parfois, ceci peut être fait dans une compétence juridique particulière. Ce genre de dispositions permettent de résoudre ces problèmes. Personnellement, je conseille d'avoir une disposition d'arbitrage. C'est plus efficace parfois que les procès habituels civils, surtout si vous avez affaire à des marchés étrangers qui sont peut-être moins prévisibles. C'est difficile d'avoir des prévisions claires dans un marché international. Je recommande vraiment d'avoir des dispositions claires pour l'arbitrage, par exemple. Une dernière question, 60 secondes ou moins. Quelle est la différence entre CFR et CFA par rapport à un Coterm? Qui est responsable des assurances? Merci. Alors, la réponse était oui.
Merci beaucoup. Ceci était pour le programme d'aujourd'hui. Je veux vous remercier à notre public aujourd'hui d'avoir été avec nous pendant 7 heures. Nous allons vous envoyer un questionnaire pour vous poser des questions sur ce programme. Si vous avez le temps, s'il vous plaît, répondez aux questions. Ça nous aidera à nous améliorer. Aussi, partagez, s'il vous plaît, vos défis auxquels vous êtes confrontés en raison de la COVID-19. Nous avons un prochain webinaire qui parlera du commerce de détail le 25 février. J'espère que vous vous joindrez à nous à cette occasion. S'il vous plaît, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler au 1-800-229-0575 pour parler avec l'un de nos conseillers commerciaux. Merci et à la prochaine.